Monsieur Sale. Tu sais, je sais que les gens me voient beaucoup maintenant au niveau de la bande dessinée, comme médiateur, puis tu sais, je suis sérieux dans mon travail, tout ça. Mets-moi une perruque sur la tête, puis away go, on y va. Fait que là, ça tourne, mais les bouts pas bons sont les enlèves. Ouais, tu sais. Ouais. OK. Monsieur Sale. Alors, une vidéo de poutine impromptue, non planifiée, parce que je participe à un podcast plus tard que vous pourrez écouter. On mettra le lien dans la description. Fait que mon ami de quelques années, Jean-Dominique Leduc, chroniqueur, éditeur, auteur, comédien, Citoyen du monde, amoureux des chiens, qui a ses opinions quand même assez tranchantes. Ouais. Fait qu'on mange une petite poutine avant de faire un podcast. Alors voilà. C'est comme un crossover, mais on n'est pas en spandex. Là, Mais pourquoi tu ris? C'est parce que tu m'imagines en spandex. non, Hein? non. Fait que là, la poutine aussi, ça a été une surprise un peu sur le fly. Fait que les poutines viennent de chez l'Express sur Boulevard Sainte-Rose à Laval, qui n'ont pas commandité la chose, mais qu'ils ont l'air excellents. Et alors, c'est poutine poulet Chester. Puis, et du poulet frit. D'ailleurs, poulet Chester, si vous êtes à l'extérieur des grands centres urbains de la région de Montréal ou de Québec, là, souvent dans les espèces de magasins général, barre oblique, dépanneur, barre oblique, ouais, de points de service en région, là, souvent, ils ont du poulet Chester. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Alors, Wow! Et on mange de la poutine le jour des élections en Russie. qui est la Saint-Patrick. Qui est la Aujourd'hui, c'est la Saint-Patrick. Saint-Patrick. Mais c'est aujourd'hui que sera officiellement reconduit au pouvoir Vladimir Poutine. Ben oui. Ouais, ben, hein? Une chance que je t'assis, hein? Fait que, Je suis, ben, bon appétit. Bon appétit. Et puis, bon, écoute. Oh, oh. Ben, ça se laisse manger, ça. Et, c'est quand même santé. Ah oui. Ben, il y a des groupes, il y a le fromage, il y a la sauce. Il y a le du poulet, brun. Il y a du brun. Du brun. La fourchette est brune. Le plat est brun. Ouais. C'est pas mal brun. Mais c'est bon. Ce qui est particulier, c'est que c'est le même bois, c'est le même matériel que quand tu vas chez le docteur, puis qu'ils te mettent ça sur la langue, tu as checké les ganglions. Alors, c'est un peu bizarre, hein, manger avec ça quand même. Tu trouves pas Ouais. que ça fait... Ouais, mais. Ouais. Mais c'est la première fois que je prends une fourchette de même. Puis là, ah oui, c'est vrai, il y a du bacon là-dedans. Pour vrai? Ben oui. Tu sais ça, toi? Arrête, toi. Oui. Oh my God. Elle est bonne, la poutine. Depuis, pour vrai, depuis c'est combien de temps tu fais ça, toi, ces vidéos-là de poutine, genre? Depuis que j'ai commencé la chaîne. En fait, depuis que c'est moi qui fais les vidéos pour la chaîne. Parce que c'est arrivé sur le fly. J'ai un ami qui était venu. Ceux qui écoutent, vous êtes tannés, mais je vais y compter. il y a un chum qui était venu, un des anciens là, qui m'achetait des comics au club vidéo, au chouette vidéo. Ouais. Fait que, il vient midi, il amène la poutine Gérard. OK, fait que la poutine existait dans ce temps-là. Ouais, ouais. Puis on jase, on mange, puis à un moment donné, je dis, hey, parce qu'on parlait d'affaires que je trouvais intéressantes. Souvent, en librairie, ils se posent des affaires, puis ah, mon Dieu, ça avait filmé, ça aurait été tellement cool. Là, je dis, il me semble que c'est cool ce qu'on dit depuis tantôt. Je mets le Kodak là, je vais filmer. Il me dit, Jean, ça intéressera pas personne, ça, c'est pas intéressant. Puis, ben, j'ai mis ça, j'ai fait une première vidéo, puis... Mais là, attends. À l'époque, les médias sociaux n'existaient pas, là. Tu peux pas mettre... Oui? Ouais. C'était en 2014, 2015. Ah, OK. Ouais, ouais. Je pensais que c'était... Quand j'ai repris la chaîne. Ah, je t'ai... Ah, on l'a.
D'ailleurs, Oh. Il y a un napperon aussi. Et brun. Voilà. La nappe est brune. donc si t'en échappes, ça paraît moins. OK, donc 2014-2015. Donc, on n'est pas loin du 10e anniversaire en plus, là. Des vidéos de Je Poutine. me trompe dessus. Plus, mais non, mettons plus. Non, 2017. 2017. C'est quand je. Ouais, 2017. 2017. Parce que moi, quand je t'ai connu, t'étais à Laval, mais... comment ça s'appelait? Le boulevard. Du Bourg-d'Agenais. Oui, Dagenais, voilà. Là, je sais que c'est pas très bon, c'est pas très santé, C'est déjà salé à l'os, là. mais il n'y a rien comme un petit sel de mer rehausser le bacon. J'en ai pas mis beaucoup, là. Mais pour vrai, je suis content. Elle est bonne, hein? Ouais. Des fois, il y a du bon dans l'impromptu. Il faut être ouvert, hein? Je dis ça, j'ai l'air, mais je suis très, très sérieux. Ça, c'est la démonstration que quand on a ses capteurs ouverts dans la vie, ben, il arrive des choses intéressantes. Ça va, Jean? Ouais. La fourchette, mais. Ça freine un peu sa langue, hein? Ça glisse pas. Non? Non. Non, c'est bizarre, hein? Mais bon, faut sauver la planète. Et semble-t-il qu'on la sauve davantage quand on mange avec ça qu'avec du plastique. T'as l'air d'en douter. Je cherchais une réplique. Puis bon, dire aussi que quand même à cet endroit-là, qui est l'Express, il n'y avait pas de... Tu sais, il y a des endroits où il y a des poutines funky, où tu as un choix là, de 30 poutines différentes. Là, il y avait 3 choix. Il n'y avait pas de vegan. Non. Non. Alors, moi, je te l'ai expliqué l'autre fois, mais je vais le dire pour le bénéfice des internautes, là, mais la poutine, c'est pas quelque chose que je mange souvent. Ce qui paraît pas quand on regarde ma ligne, mais quand même. Ceci dit, moi, il y a une poutine qui me ferait faire 700 km de voiture. Et c'est en Gaspésie, dans la baie des Chaleurs, à Maria. J'ai passé en 2013 un été professionnel à Carleton-sur-Mer, où j'ai joué au théâtre d'été. Plus bel été professionnel de ma vie, dans un coin extraordinaire. Les gens sont magnifiques en Gaspésie. Bon, la Gaspésie, c'est un c'est énorme, hein, quand on parle de la Gaspésie. Et donc, et en allant à New Richmond, sur le bord du chemin, je suis arrêté, puis il y avait comme un truc à patates frites qui s'appelait Miss Maria. Et la poutine de Miss Maria avec du chou dedans, c'est la poutine chouchou. Avec des pois verts, du chou, pour vrai. Là. Cette poutine-là, ben, elle est formidable. Là, pendant que tu me racontes ça, j'ai une explosion de sel dans ma bouche. Puis toi, t'en as rajouté! D'ailleurs, penses-tu qu'il sait, Vladimir Poutine, que ça porte son nom? Je suis convaincu que oui. Tu penses que le KGB il a dit? Il check tout partout. Ah! Ben, il faisait partie du KGB avant. C'est sûr qu'il est au courant que quelque chose porte son nom. Ça lui ferait du bien un petit peu pour l'ego, là. Hein? Ben, ceci dit, Poutine, c'est un agent du KGB, mais semble-t-il que c'était pas James Bond, là. C'est un recruteur. Ouais. Mais bon, il a réussi à faire son chemin, hein? Pas pire, oui. Je sais pas ce qu'on s'en vaut dans cette conversation, mais c'est différent des autres que j'ai faites. Ah oui? Ben, j'essaie de me souvenir de tes vidéos.
y a un anglophone qui a commenté la vidéo hommage du 30e anniversaire, qui était malade, là. C'est malade! Je sais pas si vous avez reconnu le gars de la perruque. Il y a un anglophone qui a commenté, qui a dit « Hey, c'est le gars avec les cheveux, on dirait que c'est le gars de... » Comment il a dit ça? Tu sais, l'émission de Pawn Shop à la TV. J'écoute pas la télé, c'est une référence qui m'échappe. OK? Ouais. Je fais, ah, eh ben, coudonc. Moi, il a juste vu la vignette, il l'a pas regardé. Il l'a pas regardé, là, il est écrit en anglais. Tu sais évidemment, Jean, que tout ça... Bon, tu sais, je suis pas un grand imitateur. D'ailleurs, j'avais fait... Comme acteur, j'avais fait en 2005 au Rideau Vert le spectacle de fin d'année, Revu et corrigé, qui est comme l'équivalent du bye-bye au théâtre, là. Puis je l'ai fait la première année. Et depuis, ça roule et ça a un grand succès, là. C'est un rendez-vous annuel maintenant, là, au niveau culturel à Montréal. Mais à l'époque où moi je l'ai fait, en 2005, c'était la première mouture. Donc j'étais du groupe des auteurs. Donc j'ai écrit l'équivalent de 10% du matériel de ce show-là. Et je l'ai joué 52 représentations. Et ce que j'ai trouvé particulièrement difficile dans ce show-là, c'est qu'il fallait que j'imite des gens, alors que je suis un piètre imitateur. Et j'avais fait Denise Bombardier. Et toutes mes imitations, je suis vraiment redevable aux gens des costumes, parce que c'est eux qui ont fait le travail à ma place. Mais l'imitation qui, je pense, avait fait le plus réagir les gens dans la salle, c'est Dr Mayou, autre personnage public qui est décédé. Et j'avais une immense barbe et j'avais une immense perruque. Et à ce moment-là, dans le spectacle, le numéro était très bref, c'était un numéro de 30 secondes. Et les comédiens du sketch suivant manquaient de temps pour se costumer. Et donc, quand je suis arrivé à l'étape sur scène, là, dans les semaines précédant la première, donc l'entrée en salle qu'on appelle, là, quand on intègre le décor et les costumes, quand j'ai vu la perruque, puis quand j'ai vu la barbe, quand je l'ai essayé, j'ai tout de suite compris que je venais de régler le problème de temps. Là, je suis allé voir mes collègues, il y avait notamment Maëlle Paiement. Puis, je dis, je pense qu'on va être correct, vous allez avoir du temps. Je dis, probablement que vous allez être pogné en coulisses à attendre que le sketch finisse. Parce que j'avais compris que la barbe a soigné. Donc, quand, là, on était au noir, et quand la lumière allumait, j'étais derrière pas un trépied, mais une espèce de chevalet, là. Et j'étais comme ça. Donc là, il y a le rire, évidemment, de la salle, parce que c'est absurde, là. J'ai une barbe de ZZ Top, puis j'ai une tête de micro. Et j'avais compris qu'en me tournant sec, la barbe faisait un swing comme ça. Alors, dès que le rire commençait à baisser dans la salle, je faisais juste me tourner la tête de même, et la barbe partait. Et là, le rire rembarquait dans la salle. Et effectivement, je me souviens très bien, même le soir de la première, alors que tu as tout le gratin dans la salle, c'est jamais les meilleurs publics, les gens du milieu. Jamais, 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 jamais. Le meilleur public, c'est les gens qui payent leur ticket et qui sont pas assis dans la salle en se demandant comment ils auraient fait différent ou mieux que toi. Okay? Ouais, c'est ça. Sauf que le soir de la première, il y a un gros rire. Et j'ai envoyé un clin d'œil à mes collègues en coulisses qui étaient vraiment à côté. Tout le monde était prêt, tout le monde était changé. Parce que dans un show comme ça, moi, ce show-là, je le commençais, j'avais 5 épaisseurs de costumes sur moi. Eh boy! Jusqu'à l'entracte. Ça allait tellement vite que j'avais pas le temps de me changer, donc il fallait juste que j'enlève des couches. Le plaisir que j'ai eu à faire ça, parce que pour moi, ça me ramenait à mes années, quand j'avais 16-17 ans, que je jouais dans un bar. Ça me ramenait aussi à la variété. Parce que moi, c'est de là que je viens. Moi, à l'école de théâtre, j'ai trouvé ça très, très difficile de pas être dans le... Moi, j'aime ça niaiser. Je viens de là. Je viens de l'impro. Je viens... pas juste niaiser, évidemment, mais je trouvais ça difficile à l'école de théâtre
Puis j'ai trouvé ça difficile au théâtre, même surtout pour la comédie, de répéter pendant 6-7 semaines toujours la même affaire. Parce qu'une fois que tu as trouvé le mécanisme qui mène au rire, là, quand tu as réussi en comédie à atteindre la vraisemblance et faire en sorte que le public se reconnaisse en toi et qu'il se reconnaisse là, et qu'il rit. En fait, en comédie, le spectateur est toujours plus intelligent que ce qu'il voit devant lui. Et c'est pour ça qu'il rit. Et moi, la comédie, c'est la chose la plus difficile à faire. Faire pleurer des gens, il y a plein de trucs que tu peux utiliser. Et tu n'as pas besoin, toi, d'être, à moins que tu veuilles être un acteur studio, là, mais tu n'as pas besoin d'être dans cette émotion-là. Mais quand tu joues la comédie, c'est toujours une question de vraisemblance puis de timing. Il faut, et c'est excessivement exigeant de faire la comédie. Alors, j'en reviens à ton invitation que j'ai faite de toi. J'écoute tes vidéos depuis longtemps. Et quand on parodie, d'abord, on le fait avec beaucoup de respect. Et ça, c'est un commentaire qui revient. Même les gars d'RBO le disent en entrevue. Tu sais, qui aime bien châtie bien. Alors moi, j'ai remarqué 2-3 éléments dans ce que tu faisais et je les ai choisis puis j'ai appuyé dessus. Mais évidemment, quand quelqu'un regarde ça, c'est pas toi. C'est des éléments qui sont poussés à leur paroxysme. J'ai tellement eu de fun de me sacrer une perruque sur la tête, genre, pendant 3 minutes ici en arrière. Pour vrai, là, tu sais, je sais que les gens me voient beaucoup maintenant au niveau de la bande dessinée, comme médiateur, puis tu sais, je suis sérieux dans mon travail, tout ça. Mais là, d'où je viens vraiment, c'est ça. C'est mets-moi une perruque sur la tête, puis away go, on y va. Et je dirais que les plus grands moments de ma carrière d'acteur pourraient paraître complètement anodins pour des gens. Tu sais, entre autres, j'ai passé 12 heures sur le plateau de l'Auberge du Chien Noir avec Gilles Latulippe. Wow. Et moi, Gilles Latulippe, là, il m'aurait appelé pour son théâtre d'été. Là, pour jouer une plante verte ou un cadre de porte, j'aurais dit oui, tout de suite. Parce que Gilles Latulippe, c'est... Et quand il est décédé, c'est toute une tradition qui est partie avec lui, des cabarets. Moi, j'ai pas connu cette époque-là et j'aurais tellement aimé la connaître parce qu'il n'y a rien de plus difficile que de jouer dans un bar. Quand vous jouez dans les cabarets, les gens sont venus, puis excusez, je vais être vulgaire, là, mais les gens sont venus, pas forcément dans cet ordre-là, mais pour consommer, pour peut-être repartir accompagné. Ouais, c'est ça. Et en dernier lieu, là, la dernière chose sur la liste, c'est écouter. Alors, si tu réussis à aller chercher ces gens-là, puis à les faire rire, si tu réussis ça, tu peux après faire ton métier dans n'importe quelle condition. Et ça, je l'ai compris, parce qu'après, quand je suis arrivé au théâtre, quand j'ai tourné beaucoup de publicités, j'ai tourné des publicités sur des plateaux difficiles, à Toronto, à Vancouver, où les francophones ne sont pas toujours... pas toujours. Des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe moins bien. Donc, des fois, on travaille dans des conditions... Puis là, quand je dis qu'on travaille dans des conditions, on n'est pas dans le fond d'une mine, là. Non plus. On met les choses en contexte, là, mais on n'est pas forcément dans des conditions optimales. Quand on a fait ça, et d'ailleurs, pour l'anecdote, le show Revu et corrigé que j'avais fait au Rideau Vert à l'époque, c'était Denise Filiatro qui était la directrice du théâtre. Et elle était convaincue que j'étais un humoriste et que j'avais trafiqué mon CV pour y faire croire que j'étais un acteur. Oh ouais. Ouais. Et quand, le soir de la première, Rémi Girard était là, je venais de jouer avec lui au TNM, puis il disait à Denise, puis Denise, « Non, Chris, le petit Leduc s'est organisé là, pour faire croire que c'était un acteur. C'est pas un acteur. J'étais là, Madame Filiatro, j'étais un acteur. Mais non, Chris, non, t'es un comique, toi. Mais parce que quand j'ai fait ça, j'avais du fun. Tu sais, j'ai fait une tournée de théâtre avec Janine Souto. Je dis, Janine Souto, c'est un trésor national, cette dame-là. Là. Je dis, moi, quand j'étais en tournée dans le camion avec, là, Madame Souto, parlez-moi d'un tel acteur, parlez-moi de telle période. Et elle me raconte, c'est un cours de l'histoire, mais il n'y avait personne d'âge sur scène. Là. Tout le monde était paf de même. Là. C'est incroyable. Là. Donc, moi, ces grands moments-là de ma carrière ont beaucoup été liés
au plaisir de faire ce genre d'affaires-là. Moi, il y a un prof à l'école de théâtre qui m'avait dit « Ton œil s'allumera jamais autant que quand tu as une perruque sur la tête, quand tu fais des niaiseries. » Puis pour vrai, c'est de là que je viens. Ceci dit, j'ai aimé ça jouer le drame. J'ai aimé ça, puis comme acteur, j'ai été servi quand même. J'ai eu de très belles opportunités. J'ai joué avec des camarades extraordinaires. Je veux dire, que même encore aujourd'hui, je me dis, ben, qu'est-ce que je faisais là? Ça n'a aucun sens. J'ai eu une chance cosmique quelque part parce que, à talent égal, il y a bien des gens qui méritaient d'être à ma place. T'sais. Mais pour vrai, puis quand j'ai remis la perruque l'autre fois, je suis sorti d'ici puis j'étais là, énergisé comme ça faisait des années que je l'avais pas été. Je me disais, mon Dieu, c'est tellement niaiseux ce que je viens de faire en plus. Mais c'est ça. Donc ça a été un grand plaisir de t'imiter très... de manière très mal. Écoute, ça faisait plusieurs jours, il se pouvait plus. Il dit là, j'ai mes affaires, là, je vais venir enregistrer, mais faut pas que tu ailles là. Faut pas que tu ailles là. Fait que j'étais en train de faire la caisse en avant, j'entendais hurler. Il criait malade! Je savais pas encore c'était quoi, ça. J'ai recompté 25 cents 3 fois. Je broyais puis je savais même pas c'était quoi. Mais le pire, c'est que ce que j'ai dit à Jean, ça avait l'air d'être bien compliqué mon affaire, mais dans les faits, ce qui a été le plus compliqué, c'est de trouver la perruque. Parce que les idées, et ça c'est toujours pareil dans ma vie, peu importe sur quoi je travaille, il faut que ça rentre sur un post-it. Si tu es capable de rentrer ça sur un post-it, c'est que ton idée est assez précise, est assez concise, et donc tu vas être capable de faire comprendre aux gens ce que tu as en tête. Et j'ai fait le même exercice. J'ai pris à peu près 4 minutes de préparation dans ma cuisine. J'ai sorti un post-it. J'ai écrit 3-4 affaires. J'ai même pas réécouté de vidéo. Non? Non. Je me suis dit, Jean, qu'est-ce qu'il fait, Jean, quand il fait des vidéos? Je fais, ah ouais, ok, ouais, ça. J'ai comme décidé mes 2-3 affaires. Je me suis dit, il faut juste que j'aille l'air d'un cabochon avec une perruque sur la tête pour être sûr et certain que ça y ressemble pas. Puis c'est ça aussi le plaisir tu sais, évidemment. Tu sais, si toi t'avais à m'imiter, ben, j'ose espérer que tu mettrais une bourrure, puis que tu te mettrais des grosses barniques d'en face, puis probablement que tu irais chercher 2-3 tics chez nous, puis t'es craquerais. Souvent la réaction c'est, voyons, c'est pas moi. Mais si tu portes attention. Je pleurais. Je l'ai écouté avec Jérôme, sans montage, la première fois, là. Ouais. J'ai fait venir Jérôme, je braillais. Je braillais sans montage. À aucun bon sens. Excusez. Puis là, les accents, je les ai vus. Fait que là, je me réécoutais le montage la semaine suivante sur ma vidéo régulière. Puis là, je voyais, voyons, je le dis dormais souvent malade. J'ai rajouté ça. Je suis désolé, hein. Alors, c'est correct. Parce qu'après, quand je l'ai vu la vidéo, j'ai fait oups. Je me dis là, j'espère que le monde n'a pas trop étiré à la pipe avec ça, parce qu'il va se le faire dire souvent, c'est malade. Non. Ok. Non. Parfait. C'est parce que t'imposes le respect, les gens ont peur de toi. Hey, mais 30 ans, Jean, c'est quand même pas rien. Ça n'a aucun bon sens. Dans tout, je pense, le plus grand défi, c'est de durer. Parce que la vie est ainsi faite qu'on a toutes les opportunités d'abandonner, toutes les bonnes raisons de lâcher prise et d'arrêter de faire quelque chose. T'sais. Et j'imagine que toi, en 30 ans, là, tu es arrivé, il y a la bulle spéculative américaine qui a explosé, là, avec les Image Comics, puis les comics Polybag, puis toutes les éditions. On est encore là-dedans avec les variants. Puis les... Oui, ça, c'est fou, quand même. Encore une fois, c'est la preuve que la vie est cyclique, c'est que ça revient. Et ça fait tellement longtemps que tu es là que tu as eu le temps de revenir au cycle. Puis tu as traversé une pandémie comme tout le monde. Ça aussi, c'est pas... Ouais, ça, c'était pas bien le fun, mais c'est ça. Ouais. Mais te sens-tu... Je suis déjà en train de faire l'entrevue pour mon balado. Ben oui! Mais je vais le faire pareil, c'est plus fort que moi. OK? Mais non, mais c'est parce que je suis curieux, puis... Tu sais, on mange dans la face du monde. On peut bien leur expliquer 2-3 affaires, là. Sylvain, je m'excuse. Je le sais, c'est temps d'arrêter la vidéo puis aller t'en chercher une.
c'est sur 85 boulevard Sainte-Rose, l'Express. Puis, Il m'a chicané parce que il dit toi t'es maudite poutine, j'ai été m'en acheter une. ouais, ça je comprends, Sylvain, mais si tu veux vraiment la touche là, c'est du sel rose de l'Himalaya. Oh non man, c'est full sel, ça a aucun bon sens ça. Je sais pas comment tu fais pour en acheter par-dessus. Mais j'en ai mis un petit peu. S'il te plaît. Ah! Hey, S'il te plaît. Laisse-moi mon sel. Hein? C'est quoi l'expression d'ailleurs? Que c'est le sel de la vie. ça, je sais pas. Quand on dit que quelque chose est le sel de la vie, c'est que c'est le petit plus. Tu sais. Ah, ok. Mais tu sens-tu vieux, toi? Tu sais, comme commerçant, genre, là, ça fait 30 ans. Non. OK. Ce qui rattrape, c'est quand je me vois à la face dans le miroir, puis quand je vois que mes enfants sont rendus plus grands que moi. Ça n'a pas aucun bon sens. Là, Jérôme, il est rendu les cheveux que j'avais quand j'ai ouvert. Ouais. Tu sais, il a fait un... Il a ouvert la Ouais. vidéo la semaine passée, là. Ouais, c'est vrai que c'est un mini-toit, là. Mais c'est fou quand même de... Tu sais, c'est quoi l'espérance de vie d'un commerce aujourd'hui en 2024? Les gens, là... On a, comme tu disais, les raisons d'arrêter tout. J'ai une maudite tête de cochon où j'étais souvent. J'aurais dû financièrement regarder puis faire OK, ça n'a pas d'allure, j'arrête, mais j'ai une tête de cochon. Puis j'aime ma job. Fait que je suis passé par des bouts plus tough pour continuer. Puis là, ça va bien, mais c'est ça. Ouais, je veux dire, tu as quand même réussi aussi à tenir un commerce en ayant une conjointe, une famille de 4 enfants, je veux dire. Ça coûte cher faire l'épicerie, là, aujourd'hui, tu sais. La vie, ça coûte cher. J'ai-tu dit qu'il était chroniqueur? Parce qu'il est en train vraiment de... Ouais, prendre la place. Je m'excuse. C'est correct. Non, mais c'est parce que Ça me Jean, fait juste rire. moi, je veux que les... Tu sais, souvent, moi, je veux que tu parles de toi. J'ai trop parlé de moi que mes affaires de théâtre. Non, c'était cool, c'était intéressant. Si vous saviez le nombre d'affaires qui me jasent, qui me comptent, qui est vraiment cool, j'ai appris plein d'affaires avec toi. Rencontrer Gilles Latulippe, puis tout ça, là, c'est quelque chose. Tommy, c'est quoi que tu m'avais raconté? Tu étais allé au costumadier de Radio-Canada. Ouais, je suis allé au grand costumier de Radio-Canada. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a une couple d'années, coupure budgétaire. Hein, là, je veux pas faire de politique, mais Harper avait mis en place, comme président de Radio-Canada, un ami du pouvoir. Et mettons que les conservateurs, ils ont coupé dans la radio, ils ont coupé beaucoup dans la télévision. Et à l'époque, Radio-Canada produisait tous les téléromans. Ouais. Et là, tranquillement, les producteurs privés sont arrivés, ce qui fait que le dernier téléroman, à la toute fin, qui restait, produit par Radio-Canada, c'est L'Auberge du Chien Noir, dans lequel j'ai joué. Ah. Mais moi, quand je suis arrivé à Radio-Canada, quand je suis sorti d'école de théâtre, moi, je suis sorti avec un premier rôle dans Virginie. Fait que mais Virginie, à l'époque, c'était encore produit par Radio-Canada. Puis après, c'est devenu... ben voyons, comment elle s'appelle, non? L'autrice, productrice... Voyons, Julie Snyder. Non, Non? non. Voyons. Fabienne... Fabienne Larouche. Larouche. Ce qui fait que quand on arrivait à Radio-Canada, ben là, pendant que toi tu tournais ton téléroman, ben dans le corridor à côté, à le studio à côté, c'était un autre téléroman, puis l'autre après, c'était un autre téléroman. Donc, quand tu allais à la job, travailler à Radio-Canada, tu croisais plein de collègues des corridors, puis là, tu croisais des techniciens qui travaillaient sur les autres productions, des réalisateurs, réalisatrices. Fait que c'était une manière de réseauter, c'était aussi... C'est une richesse, ça. Ben oui, c'était une richesse. Et il y avait le costumier, parce que Radio-Canada, pour toutes ses productions, pour les acteurs, se chargeait de les habiller, de les costumer. D'ailleurs, quand je suis arrivé, encore une fois, j'ai la tulipe, quand je suis arrivé à mon premier essayage de costume pour Virginie en 2000, ils m'ont sorti une paire de souliers et c'était marqué, dedans il y avait un collant, c'était marqué « J'ai la tulipe ». Donc je dis à la dame, je dis, est-ce que ça a déjà été les souliers de Gilles Latulippe? Puis elle a regardé sa feuille, puis elle fait, oui, dans telle affaire, c'était les souliers de Gilles Latulippe. J'étais premier rôle, et littéralement, dans le vrai sens du terme, j'avais des grosses chaussures à chausser. D'ailleurs, il faut que je te dise, ça c'est une autre anecdote. Quand je suis arrivé pour tourner,
C'était un vendredi, genre à 5 heures. Mes premières scènes à vie de télé, c'était dans Virginie. Et quand je suis arrivé au studio, il y avait Claude Blanchard qui était à l'extérieur puis qui fumait sa clope. Et bon, moi, j'ai grandi en écoutant Les Tannants, là. Et là, j'arrive, puis j'ai 24 ans. Je paye 110 livres. Tu sais, je suis un jeune acteur. Fait. Et là, lui, il est là, il fume la cigarette, puis il fait « Hey, le jeune, t'es en retard! » Je fais « Shit! » Il fait « Hey, non, c'est une joke! » Et là, je me dis, moi, là, c'est une blague de Claude Blanchard qui m'accueille dans ce métier-là. J'étais là, j'hyperventilais déjà. Puis, je veux dire, tu sais, à l'école de théâtre, à l'époque, on n'avait pas ça. Ben, en fait, on avait un cours de jeu télé, mais on n'avait pas de caméra. Ce qui est un peu contre-productif. C'est comme dire, moi, je veux me pratiquer à jouer au hockey, mais pas de stock. Tu sais, juste une puck, puis on joue avec nos mains. Bon. Fait que le réalisateur, il tenait ça comme ça. Eh boy! Ouais, c'est ça. Et donc, c'était très, très stressant. Et en un après-midi, il a fallu que je comprenne sur quelle jambe il fallait que je mette mon poids pour l'équilibre, puis pour comment me positionner par rapport à la caméra, par rapport à l'éclairage, par rapport au son. Quand, par exemple, le perchiste dans une scène à 2 acteurs, ben, le perchiste, il faut qu'il ait le temps de bouger le micro. Alors, il y a toujours comme un tout petit temps qui peut être resserré après au montage. Ah oui. Quoique c'est rarement resserré au montage. Mais c'est ça, donc. Et c'est excessivement difficile d'apprendre à faire ce métier-là quand, comme moi, on est en plus ultra méticuleux, perfectionniste, maladif. Et le même Claude Blanchard attendait pour tourner une scène, puis il me voit, là, puis il sait que je suis pas content de ce que je viens de faire, mais on passe à la prochaine scène. Il fait « Hey, jeune, ici, quand t'es pas content d'une prise, 2 affaires. Tu lâches un calice ou tu t'enferges dans le décor. Ils n'auront pas le choix de recommencer. » Et Bibi a retenu le conseil et je l'ai utilisé une seule fois. Ah ouais? Ouais. Parce que moi, ma devise, c'est si le réalisateur-réalisatrice considère que ce que je viens de faire, il peut travailler avec ça, puis que c'est acceptable, c'est correct, demande-moi pas si je suis content. Ma réponse, c'est non. Ça sera jamais correct. Alors, est-ce que vous pouvez vivre avec ça? Oui, parfait, on passe à la prochaine. Et là, je suis sur le plateau de l'Auberge du Chien Noir. Là-dedans, je joue un barman. Heureusement, il est maladroit, mais je joue un barman. J'ai 10 000 accessoires à manipuler. Ça se passe pas bien. Je sais pas pourquoi cette journée-là, c'est parce qu'il y avait une tempête. Pourtant, moi, j'arrivais, j'étais concentré, je savais mes textes, tu sais, puis bon. Mais cette scène-là, je me souviens pas pourquoi. Elle avait pas un niveau de difficulté, mais bon. J'étais avec Brigitte Lafleur, dont je jouais le frère. Puis ça marchait pas, l'hostie de scène. Mais comme je manipulais beaucoup d'accessoires, que j'étais dans le bar, j'ai malencontreusement échappé un verre. Puis pour être sûr qu'on soit obligé de la refaire, j'ai lâché un calice. Oh, en fait, les deux, j'ai fait les deux. C'est la seule fois de ma vie que j'ai fait ça. Et ça faisait des années qu'on travaillait avec les mêmes techniciens. Et je pense qu'il s'appelait Jocelyn, un ancien militaire, un super gars. Caméraman. Puis là, le réalisateur dit « OK, on va la refaire, on replace les caméras, tout ça. » Il se penche, je fais « T'es allé à l'école de Claude Blanchard, toi. » Non! Ah, c'était pour me dire qu'il avait remarqué, mais pas, il m'a dit Claude Blanchard. Tu t'es allé à l'école de Claude Blanchard. Hein, je fais, ouais. Je dis comme au Monopoly, ça. Tu sais, t'as une carte pour sortir de prison. Je me suis dit que j'en aurais une dans ma carrière, puis l'ai utilisée là, tu sais. Mais j'ai trouvé ça très drôle parce que c'est effectivement, c'est la seule fois. Parce que pour le reste, je me suis dit. Tu sais, des fois, l'équipe dit bon, maintenant, c'est plus vrai, là. Les conditions de tournage sont rendues tellement complexes que. Mais à l'époque, on avait encore le luxe, parfois, de se faire demander « Voulez-vous qu'on en refasse une? » Ça, tu poses jamais ça à un acteur comme cette question-là, parce que c'est sûr que 5 fois sur 5, l'acteur, l'actrice va faire « Oui, j'en ferai une! » Mais moi, en même temps, j'haïs ça, refaire quelque chose. Fait que moi, généralement, je me disais « Si t'es content avec ce que t'as, parfait, moi, je la referai pas, parce qu'elle sera pas meilleure. J'y arriverai jamais, je serai jamais capable de faire ce que j'ai à faire. »
Et donc, j'ai utilisé une fois la carte Claude Blanchard. Comme quoi on apprend vraiment des plus grands et on apprend de celles et ceux qui ont vraiment beaucoup de métiers. Et ça, je pense que dans la vie, à tous les points de vue, à tous les niveaux, je sais qu'on est dans une culture de la jeunesse, puis que souvent les aînés, on les parque souvent, on les met de côté. Ouais. Mais on fait fausse route quand on fait ça. Parce que les gens qui ont plus de métiers, qui ont plus d'années au compteur que nous, ont beaucoup à nous apprendre. Oui. Les jeunes aussi, d'ailleurs. L'apprentissage n'est pas le même. Mais là, moi, j'arrive à un âge où je chante deux, là. où là, tout à coup, je fais « Ah ouais, OK, il y a quand même des jeunes, là, derrière moi. Je suis plus... dans ma tête, je suis encore là, mais dans mon corps, puis dans la vie, je suis plus là, tu sais. » Donc, oui, on a beaucoup à apprendre. Puis bon, ben moi, c'est ça. J'ai essayé d'appliquer ces trucs-là. Donc, je salue du haut de son nuage Claude Blanchard et vous dire à quel point, juste d'avoir fréquenté ces gens-là, ça a fait que ma vie professionnelle a été... Je me suis dit, même si je ne réussis pas à durer dans ce métier-là, pour quelconque raison, j'aurais au moins fait ces rencontres-là qui ont été déterminantes et qui me servent même bien au-delà du simple métier d'acteur. Il n'est pas rare que des fois, quand je suis assis à mon ordinateur, que je me casse la tête à écrire un texte ou que je suis en conférence devant une classe ou qu'il y a des choses spontanément, des souvenirs qui me reviennent où à ce moment-là, je comprends la portée d'une parole que je n'avais pas compris il y a 20 ans. Ça aussi, je trouve ça fascinant. Mais ce que je me demande, là, c'est avec cette poutine-là et toute cette selle-là, as-tu soif? J'ai oublié de te sortir ton eau. Genre, j'ai toujours soif. Alors, en direct de mon frigidaire, fait que j'ai du Perrier, Ouais, non. lait citron Ouais. ou du ordinaire. Mais tu sais, question sel, mesdames et messieurs. Selon toi, dans laquelle des deux bouteilles y a-t-il plus de sel? Perrier. Bonne réponse! J'ai une conjointe qui consomme ces produits-là beaucoup. Ben là, moi Fait aussi. qu'on a pas mal tout analysé. Ouais. Bon, fait que je suis passé au travers. Là, c'est faut que je la digère. À mon âge honorable, j'en ai pour 2 jours facile. Et puis en plus, moi, demain, je suis en conférence. 2 jours? Ah, moi, demain, j'ai encore des rapports de ça, là. Ah ouais? Ah, ouais. Je vais pas être dans le gossip, là, mais... ça se pourrait que demain, je finisse de la digérer en direct d'une classe sur la Rive-Sud pendant que je parle de bande dessinée, ouais. Conférence manga? Ouais, je pense que ouais, demain, j'ai une conférence manga, puis j'ai une conférence BD francophone. OK. Ouais. Pour 5e, 6e année, je pense. Mais encore là, ça dépend des jours, ça dépend des endroits, j'ai des clientèles différentes. Ça va de primaire à cégep en passant par les organismes communautaires aussi avec des adultes. Donc, il m'arrive... Là, ça fait un moment que ça m'est arrivé, mais l'année dernière, dans le cadre d'un mandat que j'ai eu des bibliothèques de Longueuil, je suis allé présenter des conférences dans des milieux en francisation, mais aussi en alphabétisation. Donc, moi, je suis allé parler de bande dessinée devant des hommes et des femmes d'âges différents, de cultures différentes, qui, pour une raison ou pour une autre, ont du mal à lire le texte. Ce qui est extraordinaire avec la bande dessinée, c'est que je leur ai dit, bonne nouvelle, mes chers amis, vous savez lire. Parce que la première écriture, quand on remonte le fil de l'histoire de l'humanité, la toute première écriture, c'est les dessins. C'est l'image, c'est les dessins. Et je mets au défi tout le monde ici de me dire qu'ils sont incapables de lire la séquence que je vais vous présenter. Et j'avais choisi une séquence de Paul, une séquence muette de Paul, je me souviens pas de quel album. Ça fait quelques mois que j'ai donné cette conférence-là. Et il y a une dame, elle me dit, ben, c'est facile. Ben, voyez-vous, vous savez lire. La bonne nouvelle, c'est que vous savez lire. Maintenant, il faut travailler sur le texte. Mais ça s'apprend. Puis vous allez y arriver.
Ah, ça, c'est extraordinaire de prendre un objet culturel comme la bande dessinée et d'expliquer aux gens que des obstacles, c'est fait pour être surmonté. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup dans ma pratique. Puis c'est sûr que, tu sais, des fois, quand on se met des perruques sur la tête, puis qu'on fait le pitre sur scène, des fois, on se dit, à quoi je sers, moi, dans la vie? T'sais? Quand il y a des pompiers qui entrent dans un édifice en feu alors que tout le monde se sauve, alors que des policières qui vont au-devant des coups alors que tout le monde se sauve. Là, je me dis, moi, j'ai une perruque, je fais le pitre, c'est à la portée de n'importe quel imbécile. N'importe qui peut faire ça. Ne serait-ce que les gens ont souvent peur de parler en public devant des gens. Ça semble être un super pouvoir pour plusieurs, mais sinon, moi, mon travail d'acteur, je veux dire, oui, une technique, j'ai appris à faire ce travail-là, mais c'est pas de la physique. C'est pas de la physique quantique, là. C'est pas compliqué, là, t'sais. Puis, souvent pendant ma carrière, je me suis demandé, mais à quoi ça rime? À quoi moi je sers quand je fais ça? Quand j'apprends un texte puis que je m'en vais faire un téléroman, ça donne quoi? Je comprends que les gens ils écoutent ça puis ça les change, ça les sort de leur routine. Je comprends, mais au final, un livre fait la même affaire, une bande dessinée fait la même affaire, un vinyle fait la même chose, peu importe, tu sais. Et là, j'avoue que de sensibiliser les gens à l'importance et au vaste bénéfice de la lecture, je trouve ça bien gratifiant comme travail. Puis tout à coup, je me dis, ah ben tiens, j'ai l'impression de semer en me disant, nécessairement, ça va finir par porter ses propres fruits. Donc, je trouve ça éminemment gratifiant. Puis que ce soit à partir d'une passion qui est la bande dessinée qui m'habite, ben, tu sais, j'ai réussi à me patente à gosser un travail de médiateur, puis ça me permet de faire ça. Et je trouve ça très, très satisfaisant. Wow. Voilà. Mais je trouve ça satisfaisant aussi de mettre une perruque sur la tête, genre, tu comprends bien. Mais oui, parce que, puis tu sais, tu le sais ici, hein, c'est un commerce de passion. Tes clients, tes clientes qui entrent ici, c'est pas comme quand on va chez le dentiste. T'sais. Quand tu vas chez le dentiste, tu sais que ça va te coûter cher puis que tu n'auras aucun plaisir. Les gens vont rarement chez le dentiste le cœur léger en étant heureux. Quand on entre dans une librairie comme la tienne, même quand ça va pas bien, puis Dieu sait que mes dernières années en témoignent, le nombre de fois que je suis rentré ici puis que j'ai fait « Ah ben tiens, ici c'est comme un... » C'est comme un oasis, c'est un endroit où là, tout à coup, le bonheur revient. Il y a quelque chose qui... C'est ça dans le fond. Fait que t'as un beau métier, Jean, parce que t'as un métier de bonheur. Toi, ton travail dans la vie, au final, c'est d'assouvir la passion de tes clientes puis de tes clients. C'est un Christy de beau travail que t'as. Triper avec le monde. Ouais. Même si des fois, c'est sûr que souvent des clients qui sont un peu plus difficiles, il y a des affaires qui sont... Je ne pas de nommer de nom de la situation, là. Mais au final, tu sais, si t'as duré 30 ans, c'est parce que... Dans les petites histoires, dans les anomalies, il y a un couple qui est rentré, puis qui m'ont demandé... là, il y a quelqu'un Bob, qui nous a donné rendez-vous ici pour parce qu'on a telle affaire à vendre sur Marketplace. Ben, Bob, il a dit qu'il était dans le centre d'achat, mais je sais pas c'est qui, Bob. Ouais. Fait que j'ai dit, ben, bonne chance. Mais l'affaire que j'ai remarqué souvent, c'est que les gens viennent chez moi. Ils vont pas à la garderie, ils vont pas au commerce à côté. Ils vont pas au dépanneur. Ils vont voir ici, en premier. Toujours. Ouais, ben je pense qu'il y a l'aspect sanctuaire, tu sais, je pense que c'est ça aussi. Mais ils savent pas que c'est une librairie. Je suis dans une librairie, madame. Ah, c'est quoi? Oh, un autre, madame, qu'est-ce qu'elle m'a demandé, donc? Oh, j'ai un blanc. Il y a trop d'affaires qui se passent. Il y a deux gars qui étaient descendus de Saint-Jean-sur-Richelieu pour un autre rendez-vous. C'est bizarre, c'est arrivé 2 fois en pas longtemps. À Saint-Jean, c'est quand même pas... Là, on est venu ici, là, puis ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, j'ai une librairie, puis je t'ai pas appelé, là. Hey, moi, là, Marketplace, là. Ouais. Faites 2 heures de char. Fait que pour moi, j'étais un point tournant, ça va pas bien, là. Hey,
là, avant la pandémie, j'étais tellement chanceux. J'étais à une place de catch de Pokémon. Il y avait des gros Pokémon dans mon magasin, là. Mon Dieu, quelle affaire. Le monde rentrait, là, puis là, hey, je peux-tu vous aider? Ah, t'as des Pokémon ici, ils vont. Ouais, c'est ça. Peux-tu croire que sur Times Square, il y avait, à l'époque où je travaillais comme guide touristique, là, il y a un gars qui a failli se faire frapper par un taxi sur Times Square parce qu'il courait avec son téléphone pour essayer de pogner des Pokémon. Là, on rit, mais c'est ça. Ben, on rit, mais tu sais, c'est ça. OK, moi, j'ai une dernière question. OK. Comme ça fait 30 ans, là. Ouais. Attention, j'en ai des sucrés et des salés. Ah! En fait, j'aurais envie de te demander, de ces 30 ans-là, si tu devais retenir, mettons, un événement ou quelque chose qui fait que ça t'a permis de durer. Qu'est-ce que c'est? Y a-tu quelque chose en 30 ans qui a eu vraiment un effet déterminant sur toi, sur ton commerce? Y a-tu une rencontre, un événement? Est-ce que c'est un déménagement? Tu sais, parce que bon, la boîte à BD a quand même bougé d'endroit aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ces 30 ans-là qui ont vraiment défini ton travail de libraire? Il y a plusieurs choses. Je pense que je vais y aller avec ceci. L'amitié que j'ai développée avec bien des gens. Ouais. Ouais. Les rencontres, hein? Ouais. Encore après-midi, il y a des clients qui en s'en allant, ils ont dit bon dimanche, salut Jean. Tu sais, c'est une échelle, c'est comique, mais c'est ça. Ouais. Ben, c'est ce qui fait aussi. Ça donne du gaz pour continuer dans les moments où Ouais. il y a peut-être un peu plus de pente prononcée. Là. Ouais. Ouais. En tout cas, félicitations. Parce que pour vrai, 30 ans, tu sais, durer, c'est une chose. Puis durer dans le plaisir, parce que on se le cachera pas, il y en a des librairies de comics où le propriétaire est en arrière de son comptoir, puis il va mourir là, tu sais. Mais que ça fait 15 ans qu'il n'y a plus le feu sacré, tu sais, puis qu'il lit plus, puis qu'il fait du temps. Ça, on en voit de ça, des gens qui font du temps derrière leur Dans tous les comptoir. métiers. Ah ben oui, dans tous les métiers, mais en plus quand tu es commerçant. Quand tu as un job steady, que tu as un fonds de pension, puis que tu as ta permanence, tu sais, qu'est-ce qui peut te sortir de là? La maladie, une coupure de poste, ou même encore, tu sais. Mais quand tu es commerçant, là, c'est un acte de foi. Là. Tu peux pas être sur le radar quand tu es commerçant, parce que sinon tu es mort. Des fois, moi, je m'explique ça mal, puis tu sais, Dieu sait que j'ai voyagé beaucoup, et quand je vais quelque part, moi, peu importe où je vais, dans un pays, dans une ville, moi, j'aime ça rentrer dans une librairie. Je trouve que visiter une librairie, c'est permettre de prendre le pouls d'un endroit. Des fois, là, j'ai vu du monde pas super vaillant en arrière du comptoir que tu te dis, mais oui, mais là, arrête. Tu sais, toi, chez vous, on sent pas ça. Tu sais. On sent toujours le bonheur que tu as à être là, puis à rencontrer ta clientèle, puis à rencontrer tes représentants aussi qui viennent te voir avec leur catalogue. Tu sais. On sent vraiment que tu as encore le feu sacré. Ça arrive des fois, par exemple, que tu vas voir que Johnny il a l'air de courir puis d'être pressé puis de capoter parce qu'il y a comme 3-4 affaires en même temps à régler dans 5 minutes. Ça arrive. Ouais, mais pas grave. Dans ce temps-là, vous restez 15 minutes. Hey, merci pour la poutine. Merci pour l'invitation. Ça, je peux-tu m'en servir pour boire mon eau pétillante? Ben, je vais t'offrir un verre, mais je vais te le nettoyer parce que j'ai pas... Ah non, mais peu importe. Moi, j'ai juste besoin d'un réceptacle. Un réceptacle. Ouais. Oh. Ah, un verre recyclable. Sauvons la planète un petit geste à la fois. Hey, à la tienne, t'en prends pas, toi? Ah, oui, non. Hein, on va faire un chin-chin. Ah, oui, non, Ouais, direct. prends ta dent. Et voilà. Hey, chin-chin. Longue vie.
Chin chin. Ça va rentrer à le micro. Chin. Hey, là, t'es mieux de couper parce qu'il y a un rapport qui s'en vient. Cool. Fait que ça va être ça. Excellent. Ben, j'aime. Ouais, c'est cool. C'était le fun. C'est à moi de travailler. Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au 26e épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Jean Marquis, libraire propriétaire de la boîte à BD de Laval, qui, depuis l'ouverture de son commerce en 1900...